Chers amis, bonjour pour cette nouvelle émission consacrée au cinéma. Aujourd'hui, nous courons au cinéma avec mes deux acolytes, donc Frédéric. D'ordinaire, nous filons. Cette fois, nous courons. Tout à fait. Bonjour. Et Maxime. Bonjour. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de un certain nombre de films. La récolte est bien meilleure que la semaine dernière. Il y a de bons films, voire de très bons films. Et nous allons peut-être tout de suite commencer par, à mon avis, celui qui est sorti donc cette semaine, Patagonia. Alors, peut-être, Frédéric, pouvez-vous nous en parler? Patagonia, déjà, c'est très original, ça se passe en Patagonie. Bon, c'est une espèce de western, mais on en discutera après. Moi, ce que j'ai déjà aimé, ce sont les paysages de Patagonie, et ça me donne vraiment envie d'y aller. Je trouve que c'est très bien filmé, c'est bien monté, et le sujet... Une très belle photographie. Non, allez-y, Frédéric, continuez, vous êtes lancé. Continuez. Bon. Si. Donc, effectivement, c'est l'histoire. Je crois que c'est difficile à dire parce que c'est pas une histoire, il se passe pas grand-chose en fait. C'est un petit peu la vie en Patagonie, la vie de ces journaliers qui sont là pour essayer de gagner leur vie, qui sont des ouvriers agricoles si on veut, qui tondent les moutons et qui se font tondre aussi un petit peu par les patrons, par les exploitants. Il n'y a pas grand-chose à faire, ce sont des gens qui en général sont célibataires. Il y en a un qui vient là, il cache un peu sa famille, ce qui fait qu'il est un petit peu coincé après. Et on les voit, alors, il y a des scènes, c'est pour ça que je dis c'est un peu documentaire. On le voit qui est avec un cheval sauvage, qui essaie de l'éduquer, et on le voit avec la tonte des moutons. Et puis, il y a aussi ce vieux, alors c'est ce vieux-là qui est un peu spécial, qui se saoule de temps en temps, qui tire en l'air, il y a quelques bagarres. Bon, c'est un film... Alors, c'est un film d'hommes, disons-le. C'est d'une région très rude, etc. Ce qu'on appelle un film de macho. Oui, avec un petit univers western, mais... Petit univers western, voilà, mais c'est un film de macho, c'est-à-dire maintenant, mais pas macho dans le sens maintenant, dire, parce que comme nous sommes dans une société totalement efféminée, dès que quelqu'un est un peu viril, c'est le terme méprisant macho. Là, effectivement, ce sont des hommes qui sont en pleine nature, une nature difficile, parce que sans arrêt, les courants d'air, j'allais dire, ce sont les tempêtes. Florent Pagny pourrait nous en parler beaucoup mieux que moi. Et puis l'hiver aussi qui est très rude. Voilà, donc cet ensemble, mais là je ne suis pas rentré tout à fait dans le sujet. Non, tout à fait, mais alors le film est bon tout de même, nous l'avons tous les trois apprécié. Oui. Et ce qui est intéressant tout de même de noter, à part évidemment cette dimension extrêmement masculine, avec cette sorte de claustrophobie même parfois qui peut venir de ces grands paysages enneigés, et qui d'ailleurs rappelle énormément, enfin moi m'a évoqué étonnamment, La chevauchée des bannis. Un des plus beaux westerns. Oui. Voilà, et tout à fait, Tavernier disait lui-même d'ailleurs que c'était sans doute le plus grand western, le plus beau western qui existait. Et ça m'a énormément rappelé cela. Mais c'est un western moderne, où le bon ne va pas sauver la veuve et l'orphelin. Est-ce qu'on peut parler de western véritablement? Pour moi, il n'y a pas d'Indien, c'est pas un western. Il n'y a pas d'Indien, mais il y a un film plutôt social. Tout à fait. Mais alors, retenons tout de même qu'il y a quand même deux ethnie, ou en tout cas on sent quand même qu'on est sur la fin de l'ethnie espagnole dominante et de l'ethnie indienne qui revient là et qui reprend possession un petit peu du domaine. Donc c'est assez intéressant finalement de voir qu'il y a un peu une transposition moderne. Qui reprend possession, mais qui à la fin, on s'aperçoit quand même que le domaine va être vendu, donc ils vont tous être virés, et ben des gens, des Français d'ailleurs, mais qui vont transformer ça en tourisme, voilà. Le tourisme. Et ensuite, demain, ça va être 25 millions comme à Venise par an de personnes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est révélateur de ce qui se passe en Patagonie, mais c'est révélateur de ce qui s'est passé dans beaucoup d'autres univers avant. C'est-à-dire qu'on a un monde agricole dominé par, disons, des colons, en l'occurrence espagnols, mais qui sont là depuis longtemps, avec des ouvriers agricoles journaliers ou plus ou moins journaliers, qui sont ce qu'autrefois on appelait des indigènes, mais c'est-à-dire des gens du pays, des autochtones. Des autochtones. Mais ça reviendrait à dire que les colons ne sont pas des autochtones, or ils habitent souvent le pays depuis plusieurs générations. Mais oui, mais les autres, c'est plus que plusieurs générations. Les autres sont là de toute éternité. Et puis, ces deux mondes s'affrontent et arrive un élément disruptif qui est effectivement l'achat par
un Européen ou un Américain, enfin peu importe, ce qui se passe dans nos vignobles aujourd'hui d'ailleurs, qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé dans beaucoup d'endroits. Et les Chinois aussi. Et les Chinois en Afrique. Et puis cette transformation, l'arrivée dans le Nouveau Monde, et c'est vrai que la Patagonie a été très marquée par ça, vous citiez Florent Pagny, mais Florent Pagny est tout à fait un symptôme de cette transformation patagonienne, c'est-à-dire du passage du sud de l'Amérique du Sud, du monde du western, c'est-à-dire du monde de la nature sauvage, etc., du maté, etc. à un monde disparaît. européen de tourisme encore de luxe, c'est-à-dire réservé quand même à peu de monde, ne serait-ce que parce que les infrastructures ne le permettent pas, mais donc un monde qui disparaît. En fait, pour moi, c'est plutôt le portrait d'un monde qui disparaît. Et symbolisé par le vieux, là exactement. Qu'on met un petit peu à la retraite et qui d'ailleurs revient, ne peut pas s'en sortir d'ailleurs. Et nous parlions de western, il y a un autre western où là, le vieux monde est remplacé par le nouveau monde, c'est L'homme qui tua Liberty Valance de John Ford. Absolument. Et là aussi, donc c'est pour ça que quand même, l'univers western, même adapté, même moderne, reste tout de même très prégnant dans ce film. C'est très intéressant. Je ne veux pas trop parler de western. Pourquoi? Parce qu'on a l'habitude dans les westerns que, à part ce film, L'homme qui tua Liberté Valence, parce qu'en fait, western ou pas, bien sûr, bon, parce que les westerns ont un rythme en général. Oui, il y a cowboy indien, il y a des bagarres, etc. C'est ok, choral. Oui, les gens le raisonnent comme ça. Donc, des gentils, des méchants et une fin. Donc si on parle de western, les gens vont être complètement déstabilisés quand ils vont voir le film. Ils vont se dire, je ne m'attendais pas à ça. Le rythme est assez lent, mais moi je trouve qu'on s'ennuie jamais. D'ailleurs, il met un petit peu de temps à se mettre en place au début. C'est peut-être le seul point noir, si j'ose dire, ou point négatif que je pourrais lui trouver. Il met un peu de temps tout de même à se mettre en place. Après, le film n'est pas très long, il ne dure qu'une heure et demie. Donc, mais on voit bien, moi je trouve que ce qui est extraordinaire, c'est l'atmosphère de ces gens-là, on y est. Et la nuit, ils entendent des bruits, ils sortent, quand ils font venir la fille, la pute, bon, il faut dire ce qui est, et puis qui sont là tous à se saouler, etc. Bon, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Ce sont des gens qui sont à l'autre bout du monde, et ça, je trouve, c'est extrêmement bien rendu. Mais qui est un rendu tout à fait du même ordre que les gens, on aurait pu faire un film sur par exemple, des gens perdus sur l'océan Arctique ou en Alaska, etc. C'est tout à fait le même genre d'univers, cloisonné, viril, enfin, où il y a que des hommes, il faut le dire, où la femme au mieux est la domestique ou la prostituée, mais la femme n'a quasiment aucune place. C'est un univers d'homme parce que c'est un univers très difficile. Très rude. Et ça pose aussi, moi j'ai trouvé que l'intérêt du film, c'était aussi de montrer une nature qui est une nature réelle, parce qu'on est dans un univers complètement pro-environnement, où on entend des déclinistes qui nous expliquent que la nature est notre amie et qu'il suffirait à la limite d'aller dormir en plein air pour casser avec nos codes urbains et citadins et de développement, et que ce serait génial. Or, la nature, c'est aussi toute une série d'événements qui ne sont pas propices à la vie humaine à l'état pur, et qu'il faut dépasser, en tout cas qu'il faut arriver à, je dirais pas, peut-être pas dépasser, mais à combattre, dans laquelle il faut trouver sa place. Et ces hommes le font dans un milieu rude qui nous rappelle aussi toute la chance qu'on a d'être dans notre univers et qui, à mon avis, pointe aussi, même si c'est pas le sujet du film, cette question de la gentille nature. La gentille nature, mais quand l'homme est dans ce genre de nature, au moins il peut révéler ses talents d'homme, c'est-à-dire qu'il faut se battre. Quand nous sommes dans une nature qui donne tout, les gens n'ont plus l'habitude de se battre. Exactement. Il y a un petit côté rué vers l'ouest, en fait, qu'on peut retrouver dans... Bon, donc on est unanime parce qu'on a d'autres films. Donc c'est le film, évidemment, à aller voir. Donc, et nous allons d'ailleurs passer, pour nos téléspectateurs, la bande-annonce du film que vous allez pouvoir voir et ensuite vous faire votre propre avis. ¿Cómo va todo por acá? Como siempre. Ahí tiene el ayudante para que le enseñe. ¿Cuál es? Morocho, ese de ahí. ¿Cómo van las cosas con el nuevo? Es muy joven. Se mete en peleas. ¿Qué planes tiene para el futuro? Lo de siempre. Creo que está un poco grande ya para todo esto. Debería pensar en retirarse. ¿El viejo dónde está? Él no trabaja más acá. Ahora yo soy el capitán. Buen día. Quisiera hablar con Laura. Ese es el padre. Papá, ¿quién es ese señor? ¿A qué viniste? A ver. ¿A ver qué?
Nous passons donc maintenant peut-être à un autre film, un film coréen cette fois-ci. Et Maxime, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais non mais vas-y, moi vous j'ai l'avez démarré vu. tout à l'heure. Mais très bien, donc nous allons vous parler de Sans Pitié. Alors Sans Pitié, qui est un film donc sud-coréen, les Nord-Coréens n'étant pas encore très ouverts à l'univers du cinéma. Le titre, on pourrait parler du titre, parce que Sans Pitié, c'est assez dur, donc il y a des gens qui vont peut-être pas y aller, c'est vrai, c'est très dur. Moi, j'aurais bien mis Flic ou voyou. Flic ou voyou, c'est vrai. D'ailleurs, beaucoup de déjà utilisé dans le film avec Belmondo. Et beaucoup d'éléments dans ce film m'ont évoqué Scorsese ou le film Infernal Affairs, qui était un film chinois, si je me souviens bien, qui avait inspiré Les Infiltrés à Scorsese. Et c'est un film, effectivement, d'infiltration. Alors, on l'apprend que progressivement. On commence dans une prison où sont enfermés surtout des dealers, des trafiquants, de la mafia. La première scène déjà du film, avant d'arriver en prison, elle est extraordinaire. Mais le film est un petit peu décousu, donc pour essayer de montrer la dynamique du film, on pourra revenir dessus. Mais effectivement, le film alterne sur des flashbacks pour expliquer, mais ces flashbacks ne sont pas du tout pesants. Ils sont bons, ils sont parfaitement bien mis en scène, dynamiques. Et effectivement, on ne comprend pas vraiment. Il y a toute une discussion autour du poisson. Est-ce que tu manges du poisson ou de la viande? Mais tu manges bien des anchois alors que tu dis que tu n'aimes pas les poissons parce qu'ils ont un œil. C'est très drôle. Et là, le cinéma sud-coréen arrive en force, débarque. Le personnage, effectivement, se trouve dans... Non, nous ne disons pas, mais il se trouve quelque chose qui va lancer le film. Et c'est évidemment... Et là, on a compris le titre, Sans Pitié. Là, on va voir ce qu'on va voir. Et les bastons, il y en a. Attention, pour âme sensible, s'abstenir. Non, oui, tout à fait. Parce qu'en prison ou partout, il y a des bastons assez extraordinaires. C'est un film violent, comme les Coréens savent le faire. Et comme ils savent très bien le faire aussi, pas seulement violent, puisqu'on pourrait voir une complaisance dans la violence. Non, c'est pas violent à l'américaine. Voilà, c'est ça que j'aime dans ce cinéma. Tout à fait. Et ça n'est pas... gratuit. Voilà, ce n'est pas gratuit. Et il y a un aspect très rude, très dur, évidemment, dans ce genre de cinéma, mais qui est très beau et très bien mis en scène. La mise en scène, en une sorte pantocrator au-dessus des acteurs est très bien gérée et très esthétisante. Il y a aussi une scène, il faut tout de même le mentionner, de torture extrêmement éprouvante avec de l'huile bouillante. Donc voilà, mais c'est un film vraiment sans pitié. Au Moyen-Âge, quand on versait de l'huile bouillante. Bon, en dehors de toutes ces scènes-là, c'est très bien fait, c'est bien monté, et surtout, attention, parce qu'on parle d'infiltré, donc c'est vrai, c'est quelqu'un qui est infiltré, c'est un jeune. Il ne faut pas oublier qu'il est manipulé, parce qu'en fait, on peut dévoiler ça, en fait, sa mère est sous dialyse, et on lui dit, les reins, c'est pas possible, et sa chef lui dit, si tu restes infiltré, si tu es infiltré, on trouvera un rein pour ta mère. Donc il est coincé. Exactement. On verra ensuite qu'il y a des tas de péripéties et la fin est assez extraordinaire. Voilà. Parce que ça, c'est ce qu'on ne voit pas dans les films américains. Les films américains, ils sont cadrés. Il y a le gentil, il y a le méchant. C'est pour ça que je disais Flic ou voyou là. Les femmes ne meurent pas. Les femmes ne meurent pas. Tandis que là, on verra, c'est assez différent. Exactement. Et surtout, il y a aussi cette espèce d'amitié, alors qu'on retrouvait chez John Woo, chez tous les Asiatiques, ce respect, cette amitié entre deux personnes qui ont leur personnalité, c'est-à-dire un des gangsters, entre guillemets, et l'infiltré. Exactement. Et c'est ça qui va amener des différences de nature, de situation par rapport au cinéma américain qui est cadré. On connaît la fin déjà. Là, la fin, c'est une surprise. Ah aussi. oui, complète. Et effectivement, on peut penser, vous avez parlé du cinéma asiatique et des affinités entre voyous et policiers. On peut penser, on pense tout de suite à The Killer de John Woo, le tueur, où là, effectivement, c'est un retournement prodigieux à la fin qu'on ne pouvait pas prévoir dans le cadre du cinéma américain. Moi, j'aime beaucoup ce cinéma asiatique. Oui, très très beau et très esthétique. Il faudrait que tu ailles le voir. Oui, j'irai le voir, mais malheureusement, on ne peut pas tout voir aux bonnes heures, parce que c'est surtout la vraie question. Mais je pense qu'ici, on parle souvent de cinéma asiatique, qui est bien meilleur que le cinéma français, et qu'on a très souvent de bonnes surprises. Alors, il faut dire aussi qu'on a quand même un filtre, puisque j'imagine que tous les films asiatiques ne sortent pas en France, seulement les meilleurs.
c'est pas forcément le cas du cinéma français à l'étranger. Je vous reprends juste, Frédéric, au Moyen-Âge, on n'utilisait pas de l'huile bouillante parce que ça coûtait excessivement cher et on utilisait de l'eau bouillante. Absolument. Parce qu'on n'était pas aussi dispendieux en huile qu'on pourrait l'imaginer. Tu as tout à fait raison. On parlait d'huile bouillante, c'est une hérésie. Voilà. L'historien se réveille et affirme cette chose. Mais puisque vous avez parlé de ce cinéma asiatique est bien meilleur, et ça je suis d'accord avec vous, que le cinéma français, vous allez peut-être pouvoir nous parler d'un film français que vous avez vu. Où est-ce vraiment français? Mais même deux. Oui, j'aime bien aussi aller voir des films dits grand public, c'est-à-dire les films qui sortent au cinéma pour monsieur et madame tout le monde et qu'on pourra retrouver ensuite à la télévision. Donc là, en l'occurrence, on va parler de deux films. Vous pourrez éteindre la télévision. Parler sur du plus important. Le plus important, c'est... Mon Poussin, non? Oui, alors, il y a Mon Poussin, je crois. Mon Poussin, qui est certainement le meilleur film français de tous les temps. C'est une blague, évidemment. Et Chercher la femme. Et Chercher la femme. Voilà. Donc deux films. Je ne sais pas si vous les avez vus. Non, parce que les deux titres me faisaient penser que ça allait être des navets. Eh bien, c'en est. Voilà. La chose est absolument évidente. Ce ne sont pas des titres trompeurs. Non, alors les bandes annonces résument assez bien le film. Alors peut-être pour chercher la femme, cherchons l'intrigue. Pouvez-vous nous la poser un petit peu rapidement? Et je sens que nos amis et téléspectateurs Patrice Juvet va être content. Adorer. Non, enfin, je ne sais même pas si on peut en parler tellement c'est. Bon, alors parlons de l'autre. Donc parlons de Mon Poussin. Mon Poussin, c'est absolument navrant, mais il y a un petit côté mignon. Donc c'est l'histoire d'un garçon qui se fait larguer, je suis désolé d'employer ce mot-là, par sa copine, et sa famille décide de lui faire passer, si j'ose dire, sa tristesse, et donc va aborder tout un dispositif afin de lui changer les idées. Donc ça donne une série de scènes un petit peu cocasses, loufoques. Par exemple, à chaque fois qu'il va prononcer le nom de cette fille, ses parents lui mettent une baffe. C'est vraiment d'un niveau affligeant. Et évidemment, la famille se révèle. Alors, il y a toute une série toute la fin articulée autour du finalement, on s'aime tous quand même, etc. Enfin, tout ça, c'est pavlovien, absolument juste s'habituer. Navrant. Voilà, la fin à la française bien classique. Est-ce qu'on sourit, on rit? On sourit parce que finalement, les choses sont faites avec une certaine légèreté. C'est bien joué pour ce genre de film un peu burlesque. Mais il y a notamment Isabelle Nanty, que j'aime bien en général dans la catégorie burlesque. Elle est toujours. Oui, elle n'a pas un physique pour faire autre chose. Non, c'est-à-dire que. Mais c'est une très bonne actrice. Voilà, elle n'a pas le physique pour jouer une James Bond girl. Mais dans ce film qui s'inscrit dans cette tradition du film léger à la française, qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, contrairement à Chercher la femme ou. Évidemment. Mais est-ce que ça se voit? Est-ce que tu le recommandes ou dis si vous tombez par hasard dessus, vous pouvez rester dormir? Non, si vous tombez par hasard dessus un mardi soir sur TF1, vous pouvez éventuellement le regarder s'il n'y a pas. Voilà. Ah oui, on peut économiser ces 8 € de cinéma. Sans aucun doute sur le sujet, sauf si on a vraiment tout vu et qu'on cherche un film très léger à voir un soir et que la télévision ce soir-là ne propose pas un thème spécial sur le slip de Tarzan, on peut éventuellement aller le voir. Donc ce film français n'est pas à voir, mais nous avons vu un autre film français lui aussi, le nouveau Agnès Varda, qui n'est d'ailleurs pas seule pour la réalisation, elle est avec le photographe JR, et nous l'avons vu ensemble. Nous l'avons beaucoup aimé. Étonnant. Pouvez-vous alors le titre déjà Village. C'est encore une découverte d'Agnès Varda, qui est une femme quand même assez extraordinaire. Je vous rappelle que c'était la veuve de Jacques Demy, qui s'en est vraiment pas tellement remis de la mort de son mari. Et on la voit dans ce film avec JR. Ils ont décidé, JR, sa spécialité, c'est de prendre des photos de gens, de les agrandir et de les afficher. Bon, de faire plaisir aux gens. Alors ils se baladent en droite et à gauche. Au départ, je m'étais dit, bon, village, est-ce que ça va pas être un peu un deux pardon qui allait se balader en France pour faire parler les gens, etc. C'est une étude sociologique. Là, pas du tout. Alors, ils choisissent au gré. Donc, c'est-à-dire, on se balade dans la France, ils vont voir des gens à droite, à gauche, et il y a ces grandes photos qu'on y met. Bon, c'est assez amusant par moments, mais ce qui vaut, ce sont les deux personnages. C'est JR, qui est un garçon intelligent, et qui forme un duo fantastique avec Agnès Varda, qui a 88 ans, a encore toute sa tête, qui est une femme absolument charmante, qui peut être en même temps assez dure, qui a encore toute sa mémoire, qui est drôle, qui a beaucoup d'humour, qui se fiche royalement de ce qu'on pense d'elle, parce que maintenant, elle s'est fait une coupe de cheveux, on dirait un givago, avec complètement rond comme ça, à deux couleurs, voilà. Non, il y a des endroits, c'est jouissif.
C'est vraiment jouissif, Exactement. Moi, j'avais peur que ça tourne un petit peu au documentaire, un peu chiant, comme. Non, justement. Côté trop social et sociologique. Oui, Eh bien, c'est un cinéma social. Social, c'est vrai. absolument. Elle passe du côté des gens qu'on ne voit pas beaucoup, mais c'est pas du tout racoleur. Et puis elle change vite. Je veux dire, c'est-à-dire, on s'apesantit pas. Voilà, c'est assez dynamique. Il y a un très beau passage que j'aime avec les chèvres, parmi les chèvres, et pas écolo pourtant, pas revendication écolo, mais rien que sur la question des cornes des chèvres. Est-ce qu'on les leur laisse ou non, puisque les chèvres étant par nature des animaux très dominants, dominateurs, elles se blessent, elles risquent de se blesser avec les cornes. Alors évidemment... ils vont interviewer et c'est absolument délicieux. Et on sent que Agnès Varda a un côté quand même très naturel, et elle aime ce qui est naturel. Et ça, c'est quand même il y a un petit côté aussi truculent de cette France un peu éternelle. Truculent, ce serait pas le terme. Oui, ce serait peut-être un petit peu trop fort, mais il y a un côté pétillant, vif, malicieux aussi chez très elle. Malicieux. Et JR est excellent dedans. Oui, très prime sautier. Et JR que je ne connaissais pas est très bien. Et le duo fonctionne tout à fait. Quand ils vont sur la plage aussi, et ils vont mettre sur un blocos, la marée arrive et la photo ne sera pas restée longtemps, etc. Il y a en même temps une recherche sur le temps, etc. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Et vous parliez du temps. Nous pourrions simplement préciser que c'est un film aussi extrêmement autobiographique et très personnel, et même qui tourne autour du souvenir. Alors, on avait Tarkovsky qui l'avait fait autour du miroir, mais là, nous avions vraiment, on suit Agnès Varda un peu à travers son histoire. Alors, il y a un petit peu JR, mais on voit qu'il s'efface tout de même un peu au profit d'Agnès Varda. Il fonctionne bien, parce que de temps en temps, il s'envoie des pics, c'est très drôle. Très drôle. Et une scène que j'ai beaucoup aimée, je pense toi aussi, c'est quand elle dit à JR: je vais te faire connaître Godard, c'est un grand ami, alors j'étais avec Jacques Demy, on était chez lui, etc. Donc elle a rendez-vous. Et puis quand elle arrive, il n'est pas là, la porte ne s'ouvre pas, il y a un mot, et l'émotion la submerge, etc. C'est très très bien fait. Et tout à fait. Et on voit parfaitement aussi que ça n'est pas mis en scène. Je pense que, vous pensez, je pense la même chose, il faudrait lui demander, mais Godard n'a pas été, enfin il a été prévenu par Varda, Varda n'avait pas prévu, même si elle avait prévenu les spectateurs en disant il est imprévisible Godard. Mais on ne sait pas s'il va ouvrir ou non. Et elle-même ne le savait pas, et là il lui laisse effectivement ce mot sur la vitre, qui la submerge d'émotion, parce que c'est le nom du restaurant où ils allaient avec Jacques, donc, et Jean-Luc, et là on sent qu'elle est submergée par l'émotion, que ça n'est pas de la mise en scène, c'est pas du chiquet. Et en même temps, ça rapplique peu ou prou, parce que je m'en souviens plus exactement, c'est Godard, c'est un salaud, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Enfin, c'est assez extraordinaire. Un film plein de vérité. Exactement. Et nostalgique, du vrai cinéma français. Vraiment, parce que quand on voit toutes les âneries qui sortent, ça vaut le coup de voir ce film-là. Voilà. Même si c'est Julie Gaillet qui a produit, ça n'est pas grave. Ne vous laissez pas embobiner par cela. L'important est ce que vous allez voir, le sujet. Et surtout, il faut noter que pour un petit film qui dure à peine 1h30, et pour ce type de film, eh bien, il est assez visible. Il a été énormément distribué. On voit qui est derrière la distribution. Absolument. Mais pour une fois, eh bien, c'est bien. Je suis content, moi, de cela. Et il y a des moments où on rit. Moi, dans la salle, il y avait des gens qui riaient vraiment, parce qu'elle a beaucoup d'humour. C'est vraiment une grande dame, Agnès Varda. Elle mérite vraiment qu'on aille la voir et qu'on lui rende ce petit hommage, parce qu'après tout, à 88 ans, c'est pas si facile de continuer à faire du cinéma. On en avait parlé la semaine dernière avec Ridley Scott, en moins bien. Eh bien là, non. Agnès Varda garde tout son côté frais, et il y a de très beaux plans, de très belles images. C'est vraiment un film à aller voir. Beaucoup de découvertes dans ce film. Je voudrais parler rapidement d'un film un peu spécial qui s'appelle Peggy Guggenheim. C'est toute une interview de Peggy Guggenheim. Je rappelle donc Peggy Guggenheim, de la famille de Samuel Guggenheim, le grand musée Guggenheim de New York, des gens richissimes. Et elle, c'est celui de Venise. Alors, c'est celui de Venise, mais elle était évidemment quelqu'un qui ruait dans les rencarts de cette famille-là. Elle est partie, elle s'est faite elle-même, elle a été fascinée par l'art, elle a monté une galerie à Londres, ensuite elle est partie aux États-Unis. Alors, quand les Allemands sont arrivés à Paris, elle était à Paris, elle est partie et elle a fait connaître un certain nombre de gens aux États-Unis, comme Duchamp, etc., etc. Ensuite, aux États-Unis, elle est revenue en France parce qu'elle aimait, puis ensuite elle est partie faire ce magnifique musée de Venise, ce petit Guggenheim qui est une perle de Venise. Alors, il y a énormément. On voit des extraits de Duchamp, on voit Marx, etc. Alors je vous cite quand même, la liste c'est intéressant de tous les gens qu'on voit, pour ceux qui aiment l'art et la peinture moderne. Vous avez quand même Beckett, vous avez Brancusi, Calder, Dali, Duchamp, Ernst, Marx, Giacometti, Kandinsky, Léger, Miro, Mondrian. Elle a connu tous ces gens-là, etc. Elle les a tous aidés
Absolument. Parce qu'elle les a aidés, elle vendait ses toiles dans cette galerie, c'était pas pour l'argent, c'était rien. En plus, elle a quasiment fait l'amour avec tout le monde. Elle a vécu avec Marc Sernes, elle est passée à un autre. On lui dit celui-là. Oh ben celui-là, non, j'ai couché qu'une fois avec lui. Et quand à la fin, on lui demande parce que peut-être moins avec Dali, qui était moins porté sur la chose. Avec Dali. Mais et quand on arrive à la fin, parce que c'était une nymphomane, on lui demande. Mais alors, qu'est-ce que vous regrettez maintenant? Ah, j'aurais bien voulu être plus jeune là, parce qu'on pouvait baiser, etc. Bon, je veux dire, c'est assez étonnant. Bon, c'est une femme très spéciale. Oui, qui a son franc-parler. Qui a son franc-parler, qui a une vie qui à l'époque était considérée comme une vie dissolue. Elle passait d'homme en homme, enfin c'était un peu une nymphomane, mais elle a énormément aidé, elle a même terminé par faire du mécénat, et elle a aidé tous ces gens-là qui en ont profité. Et dans le film, il y a des gens qui interviennent en disant elle était naïve, parce qu'il y en a qui en ont bien profité, etc. Mais elle a connu tous ces gens-là extraordinaires, les Max Ernst, les Duchamp. Et qu'elle a collectionné, et qui sont d'ailleurs visibles en grande partie dans son musée vénitien. Et si vous passez par Venise cet été, allez-y, parce que ça vaut le coup. Et elle a eu la chance de tomber à une époque où c'était très peu cher. Et il disait que maintenant, elle avait 110 tableaux. Un de ces tableaux correspond à vendre maintenant, correspond aux 110 qu'elle a achetés. Mais oui. Alors c'est très intéressant. Bon, il faut être évidemment intéressé par la peinture et la sculpture de l'époque moderne, avec tous les gens que j'ai cités là. Absolument. Alors, plutôt que de peinture, je vous propose, Maxime, de nous proposer quelques vieilles perles. Alors, deux pépites. Voilà, qui, cette fois-ci, s'intéressent aux costumes. Absolument. Alors, le film est intéressant en soi, bien entendu, mais vous savez qu'une grande exposition consacrée à Christian Dior, une rétrospective, Christian Dior, quand il était vivant, hein, j'entends. Toujours dire et qui est évidemment aux Arts Décoratifs, voilà, au musée des Arts à Paris, que je vous invite vraiment à voir parce qu'elle est absolument formidable et pour une fois pas trop commerciale. Malheureusement, c'est souvent le cas avec les marques du groupe LVMH. Là, on échappe à ce genre de dispositif et donc, qui retrace évidemment toute la carrière du grand Christian Dior, qui est mort assez tôt, et des débuts de Christian Dior après Christian Dior, notamment avec Yves Saint Laurent, puisque les gens savent moins qu'Yves Saint Laurent a commencé chez Christian Dior et qu'il a assumé les collections de Christian Dior au moment où celui-ci est décédé. Alors je vous invite à voir deux films qui sont bons en soi, mais dont une partie des costumes, en tout cas les robes des héroïnes principales, ont été faites par Monsieur Dior dans les années 50. Deux films, un français, un américain. Le français, c'est un film d'Henri Verneuil qui s'appelle Paris Palace Hotel, qui est un film gentil, voilà, on peut parler de l'histoire si vous voulez, hein, qui est donc l'histoire de cette... On va peut-être tout simplement avancer qui est une jolie histoire à la fois d'amour et puis de rencontres avec des gens qui cachent leur identité pour essayer de se faire aimer pour ce qu'ils ne sont pas, et puis en définitive on comprend que ce n'est pas un grand film, mais c'est un film intéressant. Voilà, quand on voit les films qui sortent aujourd'hui en France, Verneuil nous réconcilie un peu. Il faut aller le trouver. Et donc, et puis un film américain, Hitchcock, vous me connaissez, hein, c'est Le Grand Alibi avec Marlène Dietrich, bien entendu, et évidemment Marlène Dietrich est habitée. Donc, oui, c'est pas Hitchcock qui est habillé. Non, ça n'est pas Hitchcock, c'est Marlène Dietrich avec une des robes les plus connues de Dior à l'époque. Donc c'est l'occasion, puisque cette exposition, d'aller voir l'exposition et de revoir un film d'Hitchcock en la personne du Grand Alibi. Tout à fait. Et pour clore cette émission, nous vous invitons, chers amis, à profiter également d'une rétrospective dans 3 cinémas parisiens du cycle entier de l'immense Andreï Tarkovsky. Donc ces 7 films sont à l'honneur et il faut aller les voir. Il y en a 5. Il y en a 5, mais les 2 autres sont peut-être projetés dans d'autres cinémas, comme il y a 3 salles. L'Arlequin passe effectivement 5 films, seulement les 5 premiers. L'Enfance d'Ivan, Andreï Roublev. Il y a évidemment que de grands films chez lui. Il n'en a fait que 7 d'ailleurs, c'est bien la preuve de son génie. Alors signalons quand même peut-être votre préféré. Dites-nous au moins votre préféré. Pour ceux qui n'ont le temps d'en voir qu'un seul, allez voir Andreï Roublev aussi. Nous sommes d'accord, c'est sans doute l'un des plus grands films qui ait jamais été fait. Il est long, mais quelle beauté. C'est une merveille, on ne s'ennuie pas. Et vous, peut-être? Je suis d'accord. Andreï Roublev. Voilà, donc diagnostic partagé, c'est évidemment le meilleur. Eh bien, nous terminons donc cette émission. Chers amis de TV Liberté, à bientôt pour une nouvelle émission. Maxime, Frédéric, à bientôt, à la semaine prochaine. Avec joie. Chers auditeurs de TV Liberté et Radio Liberté, bonjour. Nous avons la joie de recevoir
le directeur de l'AED, c'est-à-dire l'aide à l'Église en détresse en France. Vous avez beaucoup voyagé. Marc Fromager, vous êtes né en 1968 à Nouméa. Vous êtes le père de 6 enfants et vous avez vécu 20 ans à l'étranger et vous travaillez depuis 22 ans pour l'Église. Si je fais le calcul, vous avez finalement travaillé toujours en mission. En effet, alors la couverture de ce livre a été déjà publié il y a quelques années, donc oui. En fait, ça fait maintenant 26 ans que je travaille pour l'Église, et mais j'ai toujours donc effectivement travaillé, que ce soit en Afrique ou en France, dans différentes réalités. Vous avez été professeur dans une mission. Au Congo-Brazzaville, voilà. Au séminaire. Mais alors, comment êtes-vous comment cette vocation vous est-elle venue? Très jeune, de professeur ou de mission, parce qu'en fait, le professeur en Afrique, c'est une mission. Voilà. À l'époque, nous avions le service national encore, et j'ai longtemps hésité entre l'armée ou la coopération. Et donc, c'est pas du tout par conviction antimilitariste que j'ai choisi la coopération in fine. En fait, je pense que j'ai un côté un peu institutionnel, et donc j'ai hésité entre l'armée et l'Église. Et à l'époque, c'était le début des années 90. Je me disais, l'armée en France, est-ce qu'elle a un avenir? Je vous rappelle que c'était la fin du bloc soviétique, le mur était tombé, les missions de l'armée à l'époque ne relevaient pas non plus d'une espèce d'excitation indépassable. Et du coup, je me suis dit que l'Église avait sans doute plus d'avenir que l'armée à l'époque, et donc j'ai choisi cette voie. Et donc c'était vraiment un temps donné pour le service de l'Église, sachant que c'était quand même un choix dans le sens où c'était 2 fois plus long. Donc le service militaire, c'était 10 mois, et la coopération, c'était 20 mois, oui. Donc exactement le double. Mais je remonte en arrière. Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre éducation? Est-ce que des religieux sont venus vous dire « partez en mission » Non, personne n'est venu me le dire, mais de fait, j'ai grandi dans une famille catholique. Nous participions en été à des rassemblements avec la communauté des Béatitudes ou la communauté de l'Emmanuel, et donc ça nous a quand même beaucoup marqué. Et donc voilà, la foi, la vie spirituelle avait une place importante dans votre famille, et puis dans ma vie, et du coup voilà, c'était un choix pas simplement pour découvrir du pays, parce que de fait sinon j'ai toujours habité à l'étranger jusque-là, mais vraiment pour me mettre au service de l'Église pendant un temps, mais un temps qui finit par durer. Ce temps a duré. Alors, le premier livre dont nous allons parler, donc Chrétiens en danger, 20 raisons d'espérer. Ma première question, c'est est-ce que les chrétiens n'ont-ils pas toujours été en danger depuis la mort du Christ ? Historiquement, si on prend les 2000 ans depuis la mort du Christ, de fait, il y a quand même eu beaucoup de périodes où ça a été compliqué, mais on est arrivé tout de même pendant un certain nombre de siècles en Europe, donc c'est toute la période médiévale au sens large du terme, où une grande partie de la population de fait était catholique, et où le fait d'être catholique ne dérangeait plus personne. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs la seule situation historique où le fait d'être chrétien peut ne pas déranger, c'est lorsque tout le monde est catholique. Sinon, le Christ nous a quand même prévenu que si lui a été persécuté, nous le serions aussi, et donc on peut imaginer que même la condition normale du chrétien, c'est quand même de vivre dans une forme... pas forcément de persécution en permanence, mais une forme d'opposition, une forme d'antinomie par rapport à l'esprit du monde. Et d'ailleurs, on pourrait même utiliser ça comme critère de discernement. Le jour où l'Église, on la laisse tranquille et qu'elle ne dérange plus personne, c'est sans doute mauvais signe. Sauf évidemment cette exception de situation historique où tout le monde est chrétien, où tout le monde est catholique, et dans ce cas-là, évidemment, c'est normal qu'elle ne dérange personne. Aujourd'hui en France, ce n'est plus le cas. Tout le monde n'est plus chrétien et puis encore moins pratiquant. Et donc on pourrait imaginer que l'Église devrait déranger
sans quoi on pourrait imaginer que le message est devenu tellement fade et là on serait vraiment en raison de s'inquiéter, en droit de s'inquiéter. Bon, en France, il y a d'autres problèmes par rapport à l'Église, on en parlera tout à l'heure. Mais cette persécution et cette persécution des chrétiens, en règle générale, n'est pas beaucoup révélée. Vous êtes l'un des seuls à écrire, à dire attention. Alors, les événements récents, les meurtres des Coptes en Égypte, les chrétiens irakiens ont donné une très grosse actualité, mais c'est une persécution qui remonte au Moyen-Orient, au début de l'islam. Donc, on n'en parle jamais. C'est vrai que c'est un thème qui est souvent passé sous silence, avant même la question de l'islam, sans remonter au 7e siècle, en tout cas beaucoup plus récemment, il y a encore 30 ans, nous avions le bloc soviétique avec donc cette persécution à quelques centaines de kilomètres de chez nous, derrière le rideau de fer. Dont on ne parlait jamais. Et dont il était quasiment interdit de parler, et donc même au sein de l'Église. Et donc nous étions un peu les seuls, en effet, au moins en France, à évoquer ces situations. Et ensuite, il y a eu la chute du mur, on a eu quelques années un peu plus tranquilles, et de fait, ensuite on a basculé sur le Moyen-Orient avec la radicalisation de l'islam, la crise au Moyen-Orient. Et alors nous, on a tendance à un peu reconnaître deux marqueurs historiques. Tout d'abord, 2003, avec donc l'invasion américaine de l'Irak, et où les médias commencent, alors de manière extrêmement discrète, mais tout de même à évoquer cette question de la persécution des chrétiens. On voit des églises brûlées, on voit des chrétiens assassinés au Moyen-Orient, en Égypte. Bon. Et donc ça c'est un premier marqueur. Et puis après, le deuxième marqueur évident, c'est l'été 2014 avec l'apparition de l'État islamique. Et là, pour le coup, les médias vont tout de même relativement bien couvrir ce qui s'est passé au nord de l'Irak avec l'exode des chrétiens. Alors, il n'y a pas que des chrétiens qui sont partis, mais de fait, cela a été couvert. Et d'ailleurs, ça nous a surpris parce que, de fait, normalement, on ne parle pas de la persécution des chrétiens. Et là, ça a été le cas. Et donc, aujourd'hui, c'est un thème qui, sans faire forcément la une, a tout de même été plus médiatisé qu'auparavant. Alors, ce qu'il y a de très joli dans votre livre, c'est tout de suite, après le grand titre « Chrétiens en danger », il y a 20 raisons d'espérer. En fait, la semence des martyrs et le sang des martyrs est semence de chrétiens. Si vous voulez, en fait, ce livre, donc c'est une espèce de panorama. J'ai voulu, vous le disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup voyagé. Je voulais rendre un petit peu ce que je vis sur le terrain, faire ce que j'ai vécu. Voilà, et alors pas de tous, parce que j'ai fait une sélection d'une vingtaine de pays, mais un petit peu représentatif du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe de l'Est. Et on s'appelle l'aide à l'Église en détresse. Notre priorité, c'est vraiment d'être attentif aux chrétiens persécutés, discriminés, qui vivent des situations difficiles. Mais du coup, le risque, c'était que ce soit un ouvrage un petit peu négatif, pessimiste. Et donc, j'ai trouvé un jour cette idée de également évoquer des raisons d'espérer. Pas dans un souci un peu artificiel d'équilibrer les choses, mais parce que réellement ces raisons d'espérer, même si parfois il a fallu un peu tirer par les cheveux, mais ce sont des vrais faits également, en lesquels je crois, et qui, de fait, permettent d'équilibrer les propos. Donc en fait, les 20 chapitres sont construits de la même manière. Il y a une introduction avec une anecdote sur le terrain. J'amène le lecteur avec moi, quelque chose que j'ai vécu sur le terrain. Ensuite, un long développement sur ce que l'Église vit dans le pays et ce que le pays vit dans son ensemble, parce que les chrétiens ne vivent pas dans un ghetto à l'écart des autres. Et à la fin, une conclusion prospective avec... à l'avenir, qu'est-ce qui peut se passer, et avec cet angle un petit peu de l'espérance. Et du coup, on en sort, me semble-t-il, d'abord avec une connaissance un peu plus large à travers ce panorama. Ça fait énormément de bien d'aller voir tous ces chrétiens dans le monde. Voilà. C'est un grand voyage que vous nous faites faire.
Alors, prenons l'exemple du Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Vous signalez le clin d'œil du ciel, j'ai envie de dire le clin d'œil de la Providence. Il y a moins de chrétiens d'origine, puisque le gouvernement est vraiment très, très anti-chrétien. Mais il fait venir des immigrés qui, eux, des Philippins en majorité, qui sont, eux, catholiques. Résultat, vous parlez de 3 millions de catholiques, ce qui est énorme. Oui, alors 3 millions, c'est dans la péninsule arabique, oui. Mais de fait, au moins 2 millions en Arabie Saoudite. Alors, il n'y a pas de chrétiens autochtones, c'est interdit. Même si on le sait et on en entend parler un petit peu plus aujourd'hui, il y a de plus en plus de Saoudiens qui se convertissent au christianisme, mais de fait, ils sont obligés de rester dans une confidentialité totale, sans quoi c'est la mort, ou en tout cas des énormes difficultés. Donc le christianisme qui a existé sur ces terres avant l'arrivée de l'islam, tout a été balayé, il ne reste plus rien. Et rappelons-le, parce que ça n'est absolument pas connu du tout de nos contemporains, tout ce bassin méditerranéen et ce Moyen-Orient a été chrétien pendant 7 siècles. Oui. 7 siècles. L'archéologie est là pour le prouver. Oui. Et on en parle un peu lorsqu'on fait des travaux, que ce soit à Doha, au Qatar, ou en Arabie Saoudite ou ailleurs, ou même à Alger. Enfin bon, dès qu'on creuse pour construire une ligne de métro ou les fondations d'un immeuble, on tombe régulièrement sur les fondations d'une basilique ou d'une église. Et ça va même jusqu'à l'occultation tranquille. Je viens de compulser un dictionnaire de la Méditerranée publié par Edisud. Je me jette dessus et je cherche à Augustin en me disant c'est quand même un grand kabyle. On va avoir un portrait. Rien sur Augustin. Bon. Oui, c'est quand même un léger oubli. Les auteurs de ce dictionnaire étant soit juifs, soit musulmans, ils n'auraient pas trouvé nécessaire de parler de ces 7 siècles de christianisme. Alors qu'une partie de la population algérienne aujourd'hui, souvent, effectivement, les Berbères, les Kabyles, revendiquent avec beaucoup d'enthousiasme cet héritage. Oui. Et donc, à la fin, c'est eux qui vont en parler et pas nous, ce qui est quand même un peu surprenant. Mais pour en revenir à l'Arabie Saoudite, donc, de fait, à peu près 2 millions de chrétiens, la plupart catholiques. Ils sont philippins, ils sont indiens aussi, beaucoup. Des Sri Lankais. Alors pour eux, c'est quand même très très difficile de pratiquer. Il n'y a pas une seule église en Arabie Saoudite. Normalement, on n'a pas le droit de posséder une Bible ou un chapelet ou quoi que ce soit. Pour les Occidentaux, c'est un peu plus facile parce qu'ils peuvent aller à la messe à l'ambassade ou au consulat, mais ils restent discrets. L'ambassade et le consulat organisent des messes. Oui, de plusieurs pays occidentaux. C'est fantastique, ça. Oui, c'est pas forcément l'ambassade de France. Et oui, enfin, je vous donnerai toutes les adresses après, hors antenne. Mais il reste discret, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à la messe, au téléphone, à quelle heure est la messe. Bien sûr, on dit à quelle heure il a la leçon de piano ou le cours de dessin. Ah oui, carrément. Mais bon, pour eux, c'est pas trop compliqué. Ce qui est compliqué, c'est pour les Philippins et les Indiens, qui eux, d'abord sont beaucoup trop nombreux pour aller à l'ambassade, et ensuite, l'ambassade indienne, elles sont contre-fiches des chrétiens. Donc, ces gens-là, en fait, se réunissent en général dans des petits groupes de 50 personnes, chez les uns, chez les autres, ça tourne. Officiellement, c'est pour une fête, un anniversaire, etc. Et alors, ils sont très bien organisés, c'est un peu une église des catacombes. Vous avez des responsables sécurité, responsables donc, qui veillent au grain, puis le responsable liturgie qui amène tout ce qui est nécessaire pour la messe, et puis le prêtre arrive de son côté au dernier moment. Et alors bon, ils se font attraper de temps en temps, rarement. Et là, pour le coup, en général, ça se passe pas très bien. Ils sont arrêtés, parfois emprisonnés pour une durée en général assez courte. Et souvent, ce qui arrive, c'est que, de fait, ils perdent leur travail et ils sont mis dans le premier avion pour rentrer chez eux. Et donc, aller à la messe dans ces conditions, en fait, c'est quand même prendre un certain nombre de risques parce que, en gros, vous perdez votre travail. C'est déjà un grand acte de foi. Tout à fait. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que même si
il n'y a pas d'église, on vient de le dire. C'est l'évêque du Bahreïn qui est en charge de l'Arabie Saoudite, également du Qatar et du Koweït, et qu'il organise un petit peu clandestinement cet accompagnement pastoral des fidèles, des catholiques de l'Arabie Saoudite. Et bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce qui est beau, c'est de voir qu'en fait, il y a des paroisses qui sont territorialisées, mais qui n'ont pas d'existence physique, en tout cas en termes de bâtiments, mais qui existent. Et donc tout ça fonctionne assez bien, malgré, encore une fois, les conditions extrêmement compliquées. Et puis vous citez ce qu'on pourrait considérer comme des miracles, le roi du Bahreïn qui offre un terrain pour construire une cathédrale. Alors je ne sais pas si c'est un miracle, parce que effectivement, à Bahreïn, ils sont un peu plus ouverts que les pays avoisinants, sans doute parce que c'est une île, qu'ils sont ouverts sur le golfe Persique, qu'il y a 150 ans, ça appartenait à l'Empire perse, c'était iranien. D'ailleurs, la plupart des habitants sont chiites, même si la monarchie est sunnite. Alors souvent, dans les actualités, on entend des tensions, évidemment, entre ces deux branches de l'islam qu'on retrouve partout au Moyen-Orient et même un peu au-delà aujourd'hui. Mais c'est un peu, depuis le début du XXe siècle, une tradition chez eux. Il y a un temple hindou, il y a des églises catholiques et protestantes. Alors, pas beaucoup, mais ils sont quand même un petit peu en avance sur les autres. Et donc, le roi du Bahreïn a en effet offert un terrain à l'évêque qui venait d'arriver, parce qu'il est arrivé du Koweït. Et bon, le problème, c'est que ça tarde. Il y a toutes sortes de complications administratives, et ça fait au moins 5 ans que le roi a officiellement donné ce terrain. L'évêque a fini par réussir à collecter, alors pas tout le budget nécessaire, mais plus de la moitié. D'ailleurs, l'aide à l'Église en détresse a participé. Mais le problème, c'est que pour le moment, c'est toujours bloqué. Vous faites bien d'en parler. L'aide à l'Église en détresse, j'ai pu le constater, envoie énormément d'argent, participe extraordinairement à la construction de lieux de culte dans le monde entier. C'est un peu une de nos priorités. Nous, on est vraiment au service de l'Église, donc de l'Église catholique, dans ses besoins pastoraux. C'est-à-dire qu'on n'est pas avant tout une œuvre caritative. Nos priorités, c'est d'abord tout ce qui est formation des prêtres, formation des séminaristes, donc les futurs prêtres. Alors, c'est pas nous qui les formons, mais la formation d'un séminariste, ça coûte cher. Mais vous donnez les moyens. Voilà. En France, il faut savoir que c'est à peu près 20 000 € par an, hein, la formation d'un séminariste. Alors, dans d'autres pays, c'est moins cher, mais c'est quand même un coût à chaque fois. Ensuite, tout ce qui est construction, effectivement, construction d'églises, de chapelles, de presbytères, de couvents, ou alors rénovation, gros travaux de rénovation, parce que ça a été détruit par des guerres. Par exemple, en Syrie et en Irak, on va avoir un certain nombre de chantiers lorsque la situation sera meilleure, de réhabilitation de ces édifices. Ou alors ça peut être aussi destruction par des cataclysmes naturels, tremblements de terre, tsunamis ou autres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que bon, j'ai beaucoup été en Afrique aussi. Les missionnaires nous disent souvent, lorsqu'on a besoin d'argent pour construire un grenier à 1000 ou je sais pas, une installation d'arrivée d'eau ou quoi que ce soit, en général, on trouve très facilement de l'argent, et tant mieux. Hein. Mais lorsqu'il s'agit de trouver ne serait-ce qu'une toute petite somme d'argent pour construire une petite chapelle pour nos fidèles au fond de la brousse, alors là, il n'y a plus personne. Et là, c'est là que nous intervenons. Avec le souci de permettre à ces gens-là de pratiquer dans des conditions à peu près convenables. Alors, il y a une autre raison d'espérer générale, c'est le nombre des conversions. Et pour cela, vous soulignez 2 raisons. Les médias et Internet. Et puis, ce goût des songes, j'ai envie de dire le fait que peut-être ce sont des gens moins cartésiens, moins rationalistes que nous. Et c'est vrai, j'ai lu beaucoup de récits de conversion. Il y a un songe très souvent dans leur démarche. Alors, si on évoque la question des conversions, il faudrait d'abord définir la zone géographique, parce qu'il y a aussi un grand mouvement de conversion, par exemple en Chine, où là, ce ne sont pas tellement les songes. Il faut savoir
savoir qu'en Chine, on évalue aujourd'hui à peu près entre 15 et 20 000 conversions au christianisme par jour. Et donc, fou, ouais. Et du coup, on comprend un petit peu la tension du Parti communiste qui cherche à conserver un minimum de contrôle. Si ça continue comme ça, on pense qu'au milieu du 21e siècle, alors ça fait un peu science-fiction, mais c'est dans 34 ans, 33 maintenant, ce sera le plus grand pays chrétien au monde. Alors, beaucoup vont vers le protestantisme parce que c'est plus facile pour les protestants de s'organiser. Ils peuvent nommer des pasteurs et quadriller un petit peu le terrain, ce qui est beaucoup plus difficile pour des catholiques parce qu'on a une vraie hiérarchie, on est connu, on sait exactement qui est le chef, etc. Et puis la formation d'un prêtre catholique, ça prend dans ces pays-là plus d'une dizaine d'années. Et en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il y a un réel mouvement de conversion. Maintenant, si on revient au monde musulman, c'est vrai que c'est étonnant parce que l'apostasie dans l'islam, normalement, c'est puni de mort. Hein. Donc, humainement parlant, c'est incompréhensible qu'un musulman devienne chrétien. Bon, la seule explication, c'est qu'il est attiré par le Christ. Mais, je veux dire, humainement parlant, encore une fois, c'est un choix extrêmement difficile à faire. Alors, la conversion, c'est évidemment le fruit de la grâce. Et la grâce passe essentiellement par deux canaux que vous avez évoqués. D'abord les médias. Hein, donc aujourd'hui, grâce à Internet, on a des radios, des télévisions. Oui, on n'a même plus besoin de livres et de Bibles. Voilà. D'abord, on trouve la Bible sur Internet. C'est ça. Et en tout cas, ils émettent des émissions en arabe, en farsi, en turc, enfin toutes les langues du Moyen-Orient. Et donc, ça permet à un certain nombre de personnes de enfin découvrir le christianisme. Parce qu'en général, ils ont une idée totalement tronquée. Pour eux, le christianisme, c'est l'Occident. L'Occident, c'est les États-Unis, c'est la force impériale, les croisades, mais aussi plus récentes, c'est-à-dire toutes nos ingérences occidentales au Moyen-Orient. Les affreux colons. Les colons, c'est le blasphème, c'est la pornographie, c'est le nihilisme. Oui. Il faut dire que notre héritage est lourd. Enfin là, c'est pas un héritage, c'est juste l'actualité. Mais de fait, c'est pas très attirant. Hein. Déjà, nous, ça nous attire pas. Donc, et lorsqu'ils ont accès à des émissions radiophoniques ou télévisuelles, grâce à Internet, où ils découvrent qui est le Christ, la Vierge Marie, etc., ils sont attirés. Et ils veulent approfondir, ils veulent en savoir davantage. L'autre canal, c'est effectivement les songes. Alors, quand on dit ça en France, c'est un petit peu surprenant. Oui, c'est ça. Mais quand on entend... Moi, j'ai entendu à Radio Courtoisie 3 personnes dans le studio de Bernard Anthony raconter leur conversion. Oui. On était tous scotchés à l'antenne. Mais moi, j'en entends parler à chacun de mes voyages au Moyen-Orient. Et j'en connais personnellement. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment donné, moi, je suis jaloux parce que je dis au bon Dieu, écoutez, vous êtes gentil. D'abord, vous leur avez donné du pétrole. Et maintenant, en plus, vous vous chargez de vous révéler à eux directement. Occupez-vous un peu des Français de temps en temps. Vous voyez, non, mais c'est vrai, à la fin, c'est toujours les mêmes, quoi. Absolument. Et de fait... Petite crise de jalousie. Oui, je cite l'exemple de cette Iranienne que je connais très bien, grande famille de Téhéran, tout allait bien dans sa vie, ingénieure informatique, elle passait ses vacances en Malaisie parce que c'est un pays musulman, c'est facile pour les Iraniens d'y aller. Et d'un seul coup, elle est dans sa chambre, elle n'a rien demandé à personne et elle n'est même pas en train de dormir, elle a une expérience béatifique, une espèce de bonheur absolu et elle se voit dans la position de la croix. Elle connaît rien au christianisme, hein. Mais de fait, après, elle va vouloir revivre ce moment de bonheur et elle va faire des recherches et petit à petit, elle va découvrir ce qu'est le christianisme, elle va vraiment approfondir sa foi, elle va réussir à se faire baptiser en Irak, ce qui est quand même très, très improbable parce que les prêtres, en général, se méfient pour d'évidentes raisons de sécurité et parce qu'ils prennent un risque sur leur vie à eux. Absolument. Bref, ses parents finissent par l'apprendre. Donc, ils exigent qu'elle redevienne musulmane. Elle refuse, donc ils commencent à la taper, mais très violemment. Hein. Et donc, aujourd'hui, elle est réfugiée en France et elle doit aller chez le kiné toutes les semaines jusqu'à la fin de sa vie. À un moment donné, son père, excédé, cherche à la brûler vive et donc lui renverse de l'essence sur elle, essaye d'allumer une allumette. Et sa sœur arrive en hurlant, et c'est ce qui lui permet d'être sauvée. Elle est enfermée dans sa chambre pendant 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que un musulman, s'il veut apostasier, il a 24 heures pour changer d'avis. Mais une musulmane, une femme, elle a 3 fois plus de temps. Considère qu'elle réfléchit moins vite. C'est ça. La raison, c'est que son cerveau est plus petit. Et comme son cerveau est plus petit, il faut lui laisser plus de temps. Mais ça, pour moi, c'est vraiment l'expression de la charité. On prend compte des limites de la nature et on laisse plus de temps.
J'ai pas dit que j'étais d'accord. Je ne sais pas si vous allez sortir vivant de ce studio. J'ai pas dit que j'étais d'accord. J'explique comment ces gens-là raisonnent. Oui, bien sûr. Et de fait, en fait, c'est sa sœur qui lui a permis de s'échapper parce qu'elle allait mourir. Et qu'est-ce qu'elle a gagné, cette fille? Elle a tout perdu, elle a plus de famille, elle a plus de son statut social, elle a plus de travail, elle a plus de pays, elle a plus de santé, elle va plus en vacances en Malaisie, inutile de le préciser. Mais elle a le Christ et elle a accepté de tout perdre pour ça. Mais ces témoignages-là, il y en a à l'appel, si vous voulez. Et donc, là, pour le coup, c'est vraiment une raison d'espérer, me semble-t-il aussi. Très clairement, premièrement, le Seigneur est à l'œuvre, parce que parfois on pourrait imaginer que le Seigneur a abandonné la terre vu les catastrophes qui s'y produisent. Et le deuxième élément, c'est que très clairement, il est en train de préparer quelque chose. Ces gens-là, lorsqu'ils feront leur coming out, on sera surpris par leur nombre et également par la qualité de leur foi. Nous, on apparaîtra tiède par rapport à eux. Et ce seront les premiers apôtres, bien entendu, de leurs frères musulmans, y compris en France. Et donc ça, c'est quand même très, très intéressant de voir que cette dynamique existe. Alors, c'est très difficile à chiffrer. Il y a des chiffres qui circulent, mais il faut les prendre avec beaucoup de prudence. Mais même les musulmans eux-mêmes le reconnaissent. Par exemple, il y a quelques années, il y a un imam saoudien qui alarmait, selon lui, que chaque année 6 millions de musulmans africains se convertissaient au christianisme. Donc c'est lui qui donne ces chiffres. Sont-ils exacts ou pas? On n'en sait rien, mais en tout cas, voilà. Et alors du coup, il émet une fatwa, c'est-à-dire un avis juridique contraignant, demandant à ce que toutes les églises de la péninsule arabique soient détruites. Bon, alors ça c'est vite fait, il y en a 22, donc on peut faire ça ce soir, c'est terminé si vous voulez. Mais donc eux-mêmes le reconnaissent. Et alors on parle même de 60 000 Saoudiens. Alors c'est vraiment, il y a un pays où il ne faut pas devenir chrétien, c'est bien l'Arabie Saoudite, qui serait devenu chrétien. Au Nigeria, c'est plus de 600 000. En Iran, 400 000. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison avec finalement les Romains qui vous voyez monter le nombre de fidèles Alors, je ne suis pas un expert de l'histoire de l'Église des premiers siècles et comment ça s'est réellement passé à Rome. À Rome, ils avaient leur propre religion, mais c'était une religion païenne, d'adoration des divinités. Polythéisme. Voilà, donc il y avait une vraie différence au niveau de l'offre entre le christianisme et le paganisme romain. Là, c'est un petit peu différent parce qu'il y a une autre offre religieuse qui est l'islam. Et en tout cas, peut-être que ça se passera de la même manière. Pour le moment, on n'en est qu'au début. Parce que ce phénomène de conversion qui existe reste extrêmement discret pour d'évidentes raisons de sécurité. Donc, on a du mal à évaluer le volume réel aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que cela existe et qu'en même temps, l'islam est traversé par, surtout en Occident peut-être davantage, un phénomène de sécularisation aussi un phénomène chez certains de questionnement profond sur la pertinence de cette religion au vu de la violence qui s'y développe. Et enfin, une réelle dynamique de radicalisation de l'islam. Et c'est ça qui apparaît en premier lieu, mais ce n'est pas forcément le signe d'une force de l'islam. Au contraire, lorsqu'une religion ou une idéologie se radicalise, c'est que souvent, elle est en crise. Et c'est très certainement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Absolument. Merci beaucoup, Marc Fromager. Donc, je rappelle bien vos titres. Chrétiens en danger, 20 raisons d'espérer aux éditions des Béatitudes. Et nous avons cité aussi Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau. C'est chez Salvatore. À très vite, chers amis de TV Liberté. Amis de TV Liberté, pour cette émission Patrimoine, nous avons un invité extrêmement efficace. J'ai nommé Robert Mestelan. Bonjour. Bonjour. Monsieur, et son épouse Claudia, qui habitent un petit village qui s'appelle Velleron, près de Carpentras, et qui ont entrepris de remonter les ruines de la chapelle Saint-Hilaire. Ils l'ont tellement bien remonté que ça
elle est devenue finalement une église, parce que c'était une église. Oui, c'est une église maintenant parce qu'elle a repris ses dimensions initiales, et qui sont quand même impressionnantes. Elle fait 25,50 m de long, ce qui n'est pas rien. Et au fur et à mesure de l'avancement des travaux, on est en admiration devant cette petite église qui avait été bâtie au VIe siècle par toute une colonie de gens qui avaient choisi cet endroit parce qu'il était élevé, il était loin de la vallée du Rhône, qui était la voie classique des invasions. Ouais. Et il a fallu donc tout un ensemble de travaux, à l'époque réalisés de façon artisanale, au fond, par des gens qui avaient juste des ciseaux pour tailler la pierre. Ouais. Et cette église a supporté, au fond, l'épreuve du temps, parce que, on le voit, 20 siècles après, elle est encore debout. Elle a résisté parce qu'elle avait des murs de 1 mètre de large, 1,50 m même pour l'abside, et qu'elle a été bâtie en moellons de belle taille qui ont résisté au mauvais temps. Au mauvais temps et aux invasions au 7e siècle. Alors, il y a 2 choses. D'abord, c'est les invasions qui ont fait le plus de mal à la chapelle, et en particulier au 7e siècle. Oui. Les invasions des Sarrasins, qui là encore sont venus et ont fait écrouler le toit. Et ça s'est mal terminé pour eux, d'ailleurs, parce que Charlemagne, à ce moment-là, qui était passé par Rome, a voulu passer par Apt pour vénérer les reliques de Sainte-Anne. Oui. Et quand il est passé dans la région de Bonne de Venise, on lui a rendu compte de ces faits évidemment troublants, et il a flanqué une belle claque à ces Sarrasins qui étaient là. Donc ça a été pour la chapelle Saint-Hilaire une époque particulièrement intéressante. Et à partir de là, la chapelle a été quand même entretenue parce qu'il y avait un petit village. Il y avait un petit village qui vivait sur les pentes sud de la colline et qui était chrétienne. Alors on en a la certitude car on a trouvé à proximité une croix sur une pierre d'environ 20 cm de large qu'on attribue à Epiminia. C'était une esclave, mais qui avait été convertie à la foi chrétienne. Et pour nous, quand on nous a demandé de restaurer cette église, chapelle, on l'a fait avec un grand cœur, parce qu'on s'est dit, voilà une source, une racine chrétienne profonde de notre foi en Provence. Car en Provence, pour nous, c'est l'arrivée des saintes Marie, Marie-Madeleine, Lazare, Maximin, qui est l'origine de cette immense évangélisation de la Provence. Donc pour toutes ces raisons, on a répondu favorablement à la demande de notre évêque, Monseigneur Cattenos, lorsqu'il nous a demandé si l'association La Route de l'Europe chrétienne, qu'on avait créée il y a quelques années, parce qu'on est aussi des pèlerins. Ah, c'est antérieur, là. Vous avez commencé par créer cette route de l'Europe chrétienne. Oui. Alors, vous étiez venu à mon micro il y a, je crois, même la première année. Oui, c'était la première année, et si vous voulez, les 2 démarches peuvent troubler nos téléspectateurs. Comment, au fond, des gens qui passent leur temps sur les chemins d'Europe peuvent-ils trouver le temps pour rebâtir une église? Eh bien, je pense que les 2 démarches se comprennent, car quand on est pèlerin, on est ébloui par la beauté de tous les signes chrétiens qu'on a découverts en Europe. C'est ce qu'on a trouvé lorsqu'on est parti de Vézelay jusqu'à Kiev, lorsqu'on a traversé la Hongrie, la Tchéquie, qu'on a traversé la Pologne, bien sûr, et puis l'Ukraine jusqu'à Kiev. Partout, on voyait des signes chrétiens, on voyait des oratoires, on voyait des églises qui, à l'époque, étaient réouvertes et qui étaient en travaux. Donc, quand on est revenu,
notre évêque qui a appris tout ça s'est dit, puisqu'ils aiment tant les oratoires et les églises, eh bien, on va leur confier la restauration d'une église. Alors là, on a été prudent quand même, parce que il fallait un budget colossal que nous n'avions absolument pas. On n'avait pas le moindre sou. L'endroit était difficile à atteindre. C'était sur une colline. C'est une colline au milieu des vignes. C'est un endroit. C'est un endroit. Il n'y avait même pas de chemin digne de ce nom. Il y avait un chemin de terre. Et le paysan qui était propriétaire de la vigne acceptait qu'on y passe, mais c'était tout. Et surtout, il n'y avait pas d'eau et pas d'électricité. Donc toutes ces caractéristiques ont fait que notre projet, au début, s'est heurté à beaucoup d'incompréhension de la part des pouvoirs publics et de l'administration, qui a mal compris qu'une association de laïcs, même catholique et debout, puisse venir à bout de ce qui avait été laissé depuis des siècles, on peut le dire, à l'abandon. C'est-à-dire que ce qui est possible pour vous est vraiment totalement impossible pour eux. Il n'y a pas du tout les mêmes, la même foi, la même énergie, la même volonté, d'une part, et puis la même croyance dans le miracle, parce que vous êtes quand même... Je pense que nos pèlerinages nous avaient permis, avec Claudia, de passer en tout cas à 2 reprises à Assise. Et on avait été très frappés dans la chapelle de San Damiano, à l'endroit même où Saint François avait vu le Christ qui s'animait pour lui dire « François, je compte sur toi pour remettre de l'ordre dans mon église ». Et là, on s'était dit, on vit une époque difficile en France, mais au fond, restaurer une église, la rebâtir, redonner une maison de Dieu, c'est un challenge extraordinaire pour nous. Et on s'est laissé prendre, si vous voulez, par cette solution, par cette proposition en tout cas. Et c'est pour ça qu'on a, depuis 6 ans, car nous attaquons cette année la 7e année, depuis 6 ans, donc nous rebâtissons cette chapelle. Alors la Providence est venue à notre aide aussi en mettant sur notre route un compagnon du Tour de France, un garçon qui avait à peu près 18 ans de métier, qui avait travaillé dans les monuments historiques, qui avait une qualification très précise, très pointue. Et avec un de ses amis qu'il connaissait, lui aussi compagnon, on a pu constituer l'association. Si vous voulez, nous, on est les petites mains. On est là pour faire le mortier, pour transporter les seaux, pour réaliser les approvisionnements. Et eux, les maçons, ils sont là-haut, c'est eux qui placent les pierres et qui travaillent. Et grâce aussi, il faut le dire, à l'aide des bénévoles qu'on a réussi à susciter, car on n'est que 2, c'est pas grand-chose. Nous travaillons habituellement avec une équipe de 10 ouvriers. Et là, j'aimerais rendre hommage à ce que j'appelle des bénévoles, car les bénévoles... c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, et heureusement qu'ils existent en France en ce moment. Parce que les bénévoles, ce sont tous des gens qui ont une expérience humaine fantastique. C'est des gens qui ont en général 60 ans, 65 ans, 70 ans pour les plus âgés. Il y a beaucoup de militaires, j'ai 4 colonels. Vous êtes vous-même un général un officier en retraite. Moi, j'étais en retraite aussi. Mais si vous voulez, on a réussi à rassembler des gens qui voulaient faire quelque chose, qui voulaient exprimer durant leur temps de retraite, au fond, ce qu'ils avaient toujours fait durant leur vie, en commandant des hommes, en commandant des soldats, en ayant des responsabilités. Mais on se rend compte que la passion du patrimoine en France est très importante. J'espère un jour faire une émission sur un jeune homme qui a fondé une association qui s'appelle Adopte un château, adopteunchâteau.com. Donc il réunit des bénévoles qui vont s'occuper d'un château, exactement comme vous vous occupez de Saint-Hilaire. Et en fait, je crois que beaucoup de gens commencent à trouver qu'aller passer ses vacances sur une plage aux Seychelles, c'est finalement assez peu comblant, alors que dégager une ruine de la végétation, tout le monde est capable de le faire, et après, cela permet à des gens plus professionnels d'agir. Bien sûr. Et, puis et là est le miracle. Le bénévole, il arrive à s'extraire, si vous voulez, de ce carcan de l'argent et de l'intérêt qui, au fond, coagule la volonté humaine et souvent empêche les adhésions. Là, ce sont tous des gens qui font ça
pour le Seigneur, et pas pour autre chose. Et ils viennent quand ils veulent, et ils restent le temps qu'ils veulent, si vous voulez. Donc il y a une liberté en même temps qui favorise cette création. La gratuité entraîne la liberté. Quand on aura compris ça, oui. Alors, on sera vraiment libre. Cette chapelle, pour nous, eh bien, on peut le dire, c'est une grâce. C'est une grâce parce que ça nous empêche d'avoir le nez dans le guidon, ça nous empêche d'être pessimistes, surtout dans la période que nous traversons, car chaque fois que nous rentrons dans notre chantier, nous sommes pleins de joie. On a élevé un 30 centimètres. On le voit, le transept a été refait, mais il était écroulé. Comment est-ce que vous avez retrouvé les traces de... Alors, il restait en réalité juste le quadrilatère de la nef. Oui. Et puis, le transept était complètement écroulé. D'ailleurs, les gens pénétraient par la fenêtre pour nous voler, d'ailleurs, les outils qu'on lui mettait. Et l'abside également avait disparu. Donc, on a commencé par refaire l'abside. On a estimé que c'était, au fond, le cœur de l'église. L'église, comme toutes les églises romanes, bien sûr, elle est tournée vers l'est. Et l'abside fait quand même 4 mètres de rayon. Donc, il y avait quand même une belle pièce qu'on a pu refaire. Et la toiture a été faite avec ce qu'on appelle une toiture en lauze. Et c'est un cul de four qui termine la voûte au-dessus de l'abside. Et c'était donc le démarrage. Et ensuite, il restait le transept. Donc il y avait encore une voûte presque intacte, presque intacte. Donc on a obtenu l'autorisation, non sans mal, mais on l'a obtenu. Et on a pu donc conduire les travaux qui vont se terminer dans quelques semaines pour le transept. Maintenant, le transept est sauvé, on a pu sauver la voûte et on a pu couvrir également le transept avec des dalles de pierre qui font ces dimensions. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste à faire maintenant la couverture de la nef. La nef, qui fait encore 14 mètres à peu près. Et on va déplacer 3 fois, ce qui nous a permis de refaire la voûte du transept. C'est-à-dire, ce sont les tailleurs de pierre qui réalisent dans un premier temps une armature en bois. Ah oui, ah oui. Et on va donc déplacer 3 fois cette armature en bois de façon à mettre par-dessus des pierres et ensuite les couvrir. Oui. Donc un travail évidemment délicat, un travail long, qui nécessite beaucoup de savoir-faire de la part de nos compagnons, mais qui nécessite aussi beaucoup d'engagement de la part des bénévoles, parce qu'il faut beaucoup de mortiers. Heureusement que nous avons été aidés par les Simon Lafarge, qui, d'entrée de jeu, nous ont dit: on voit votre affaire, on vous soutient jusqu'à la fin du chantier. Et ça, c'est beau. Oui. Et jusqu'à présent, on a employé à peu près 20 palettes de chaux naturel, d'une excellente chaux, que nous mélangeons à du sable jaune, ce qui donne une très belle couleur à l'ensemble. Alors, on peut y aller, on peut s'y rendre, on peut se rendre à la chapelle. Alors, on peut s'y rendre, mais il faut se munir quand même d'une paire de chaussures de marche, car c'est sur un chemin de grande randonnée. Et il y a d'ailleurs beaucoup de monde qui l'utilise, parce que cette colline a toujours été occupée par les hommes. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de vestiges. Ouais. Il y a des tombeaux. Il y a également un château du XIIe qui est actuellement restauré. Aussi, si vous voulez, on a en quelque sorte fait revivre toute cette colline. Oui, oui. Vous avez donné l'instigation. Et l'association du village, qui s'appelle l'Académie, a décidé aussi de restaurer le château. Donc c'est merveilleux. Donc ça va constituer un ensemble très important pour tous les visiteurs qui viendront désormais dans ce petit village de Beaume de Venise, juste à l'avant des dentelles de Montmirail, à environ une quinzaine de kilomètres de Carpentras. Et tout près de Aubonne. Et vous me disiez que la signification du nom de ce village... Alors il y a un village qui s'appelle Aubune. Aubune, et ce village a une histoire très intéressante, parce que lorsque Charlemagne a donc gagné cette bataille sur les Sarrasins, les gens ont voulu élever en remerciement une chapelle au pied de la colline. Et ils ont élevé la chapelle de Notre-Dame d'Aubune. Une chapelle disons du Xe, qui est très belle.
Et la légende raconte qu'au sommet, sur la colline, il y avait le démon qui, évidemment, était très fâché de cette triste décision. Et il était prêt à pousser un énorme rocher sur la chapelle. Et la légende dit, mais il y a toujours quelque chose de vrai, que la Sainte Vierge a touché ce rocher qui est resté. Et on peut toujours le voir, l'admirer. Mais en tout cas, c'est pour nous le rappel de l'histoire, et puis ça nous donne confiance. On se dit, même dans les périodes les plus difficiles, un chrétien n'est jamais isolé. Il y a quelqu'un au-dessus de lui qui l'aide, et là, c'est la Sainte Vierge. Alors, je donne vos informations. Il y a un site internet, chapellesaint-hilaire.fr. Vous pourrez voir, comme vous avez vu pendant tout ce document, les photos de la chapelle. Et puis, vous pouvez aussi lire les livres que Robert et Claudia Mestellan ont écrits. Ces carnets de route que j'aime infiniment, parce qu'en fait, chacun de vos pèlerinages à travers l'Europe a été raconté de façon très précise, tel jour, telle heure, départ. Claudia a oublié son imperméable. Ça m'a marqué, ça. Donc il faut revenir en arrière. Et nous voyageons à travers l'Europe, et j'avoue que c'est absolument inouï. C'est illustré parce que vous êtes peintre, Robert Mestellan. C'est illustré très joliment. Bon, ce sont des voyages qu'aucun de nous ne pourra faire, mais les faire par la lecture, c'est déjà un grand bonheur. Vous racontez des gens merveilleux, vous faites des portraits très jolis, et quelquefois, vous construisez des oratoires. C'est une manie chez vous. Oui, ces livres sont évidemment intéressants pour les marcheurs, mais pas uniquement. Mais en tout cas, ça peut servir de guide. Oui. Dans quelques jours, nous avons par exemple un ménage de médecins qui habite Nîmes, qui est venu nous voir et qui était intéressé par la route que nous avions suivie entre le Monte Gargano, dans le sud de l'Italie, et le Mont Saint-Michel. Et au départ, ils ne voulaient faire que la partie française. Alors on leur a dit, mais non, il faut absolument faire la totalité des parcours. Donc finalement, ils se sont rendus à nos arguments, et ils vont partir du Monte Gargano avec le livre dans leur sac, mais qui va leur permettre de découvrir ce que nous on a trouvé, c'est-à-dire une Italie encore chrétienne, une Italie très accueillante pour les pèlerins, et puis évidemment toute dévouée à la dévotion de l'archange Saint-Michel. L'archange Saint-Michel, que ce soit en Vendée ou en Normandie, mais pas uniquement, dans toutes les régions de France, il est considéré comme le gardien de la France. Donc une raison supplémentaire de faire cette route Saint-Michel et de le prier. Voilà, et ces livres, vous les trouvez aussi sur le site de la chapelle Saint-Hilaire, bien évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Robert et Claudia Mestellan, de nous inviter à agir de cette sorte. Et je voulais aussi inviter les téléspectateurs qui habiteraient dans l'Aisne, parce qu'il y a un jeune homme qui rénove, qui restaure son église. C'est l'église de Deuilly. Et c'est une église qui est sur la route, la triste route du chemin des Dames. Et elle avait souffert, elle avait besoin d'être restaurée. Et donc il a lancé lui aussi une association. Et depuis 2 ou 3 ans, il fait des sons et lumières. Et cette année, ce son et lumière aura lieu le 15 août à 16h30. Ce n'est pas la nuit, c'est en plein jour. Et il y a un récit qui est très bien fait. Et c'est tiré d'une correspondance d'un homme qui est resté toute la période de la guerre, qui a perdu ses 2 fils
à la guerre, et qui écrit au propriétaire de la belle demeure locale, qui est lui en Bretagne. Et donc on a un récit au jour le jour de la guerre, de l'occupation, des chevaux qui débarquent. Enfin, c'est un très très beau spectacle avec des enfants qui interprètent des personnages. Donc je vous conseille, si vous habitez cette région de Yi, ou si c'est à 1h30 de Paris, donc on peut y aller passer sa journée. Voilà. Je voudrais rajouter un mot. Vous l'avez compris, tous ces travaux exigent évidemment une aide. Et nous avons calculé que si on avait simplement 600 personnes qui nous aidaient à payer 20 €, eh bien, on arrivait à terminer notre toit. Et je voudrais que cette chapelle Saint-Hilaire soit un peu comme la chapelle de la cathédrale Saint-Étienne à Vienne. Vous vous rappelez, après la guerre, elle avait brûlé. Eh bien, ce sont chacun des habitants de Vienne et de l'Autriche qui a payé une ardoise. Et on aimerait que la chapelle Saint-Hilaire, bien qu'elle se trouve en Provence, eh bien, soit aussi l'affaire de toute la France. Vous avez tout à fait raison, et vous avez bien fait de conclure sur ce petit détail concret. Merci beaucoup, Robert Mestelan. Et à très vite, chers amis de Perles de Culture. Merci beaucoup.